C'est parti pour votre rendez-vous de chaque semaine, mesdames, messieurs. Info 7, c'est déjà l'heure de décortiquer l'actualité de la semaine. Merci à vous tous qui continuez à faire confiance à Congo Web Télévision, à nous faire confiance parce que nous parlons de l'actualité. Bienvenue à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous Maître Guilain Douga. Lui, c'est un acteur politique. Il est secrétaire général adjoint du parti Congo Espoir, du ministre de la Recherche scientifique José Mpanda. Maître Douga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Noëlla. Comment vous allez? Comment se porte la politique au sein de votre parti politique? Donc ça va très bien. Le Congo Espoir est le vent en poupe. Je crois que nous sommes en train de peaufiner de stratégies, n'est-ce pas, pour gagner encore davantage le plus grand nombre de députés. Lors des prochaines élections? Lors des prochaines élections, effectivement, du moment où les gens, il y a certains qui sont distraits, Congo Espoir est en train de travailler. Congo Espoir, on dirait que c'est juste dans votre bureau, dans votre coin. Non. Je me demande si la population qui est en train de vous suivre connaît Congo Espoir, ou vous vous cachez derrière l'Union Sacrée de la Nation. Non, écoutez, Congo Espoir, c'est un très grand parti politique de l'Union Sacrée. Un grand parti politique? Effectivement, parce que Congo Espoir a 8 députés nationaux, Congo Espoir a 2 sénateurs, Congo Espoir a 7 députés provinciaux, et nous sommes le 2e parti politique de la DRP, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de nombre de députés. Nous avons également un gouverneur dans le Haut-Ouélé. Ok. Maître Guilain Douga, vous êtes du Kasaï oriental. Comment se porte cette province? La province se porte très bien. Vous êtes sûr? Bon, je ne sais pas sous quel angle vous le dites, mais moi je crois que... De façon générale, la santé, les infrastructures, le social, tout, de manière générale, la province aujourd'hui, si on vous demandait de faire un état des lieux de ce coin de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous allez nous dire? Non, il y a des petits problèmes, c'est vrai, sur le plan, vous savez que le Kasaï oriental, n'est-ce pas, avait comme poumon, c'était la MIBA. Vous connaissez que le politique... On détruit la MIBA, tout ce qu'il y avait comme réserve, on a tout pris dans le cadre de l'effort de guerre. Mais aujourd'hui, s'il y a des problèmes, moi, je n'ai jamais été trop pessimiste, mais je suis de nature, n'est-ce pas, à toujours espérer. Je crois qu'avec le travail de tout le monde, nous pouvons encore relancer cette province. Lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accédé à la tête de la République démocratique du Congo, il y avait espoir de relancer la MIBA. On a suivi plusieurs rencontres autour de cette société minière, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Il y a même quelqu'un qui disait que le Kassaïen ne veulent presque plus du président de la République. Ils sont déçus. Bon, vous savez, je n'aime pas le langage. Vous savez, la politique a son langage. Je n'aime pas ce genre de choses. N'est-ce pas? Il ne faut pas réduire le président Félix Tshisekedi à un président du Kasaï oriental. Imaginez-vous qu'il soit président, la première action d'éclat, c'est dans le Kasaï oriental. Il va s'étiqueter comme, n'est-ce pas, le président du Kasaïen. Et ça va poser... de tout le monde. Il est le président de tout le monde. Le Congo n'a pas seulement... Il n'y a pas seulement le problème dans le Kasaï oriental. Le Congo est tellement vaste. Partout, il y a des problèmes. Voilà pourquoi... Quand un père arrive, il sait comment balancer, n'est-ce pas, faire les équilibres. Ça viendra, ce n'est pas pour autant que les gens vont mourir, n'est-ce pas, surtout que sur le plan politique, c'est aussi significatif parce qu'à un certain moment, on a voulu lui coller cette étiquette-là. Il est en train de démontrer à la population petit à petit qu'il n'est pas un président sectoriel. Il est le président du Congo en tant que tel. Il est en train de poser des actes en oubliant d'abord sa province d'origine. En oubliant d'abord sa province. C'est là que ça inquiète. Non, ça n'inquiète pas. Ça n'inquiète pas. Donc, c'est-à-dire... Plusieurs voix se lèvent quand même pour dénoncer cette... Permettez-moi de le dire. C'est que ces personnes considèrent comme indifférence du président de la République face à cette province. Écoutez... C'est toujours relatif, hein, parce que quand vous parlez de l'indifférence, plusieurs voix, on connaît le langage, n'est-ce pas? Vous savez, il ne faut pas pousser le président à la faute, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour autant que les gens meurent dans le Kasaï oriental. Les gens vivent, les gens étudient, les gens travaillent. Mais dans quelles conditions?
Oui, les conditions sont précaires. Les conditions sont précaires partout. Vous croyez que quand les conditions insupportables et quand on nous voit là, nous donnons l'impression de parents pauvres. Non, on est là, on vit. Donc c'est pour vous dire que le problème c'est pas tel que les gens le présentent. C'est vrai, des petits problèmes il peut y avoir, mais ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? On y travaille pour qu'on essaie un peu de relever cette province. Maître Guilain Douga, ancien prisonnier de Alphonse Ngoï Kassanji, ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental, aujourd'hui Ngoï Kassanji se trouve dans l'Union sacrée de la nation. Maître Guilain Douga, Union sacrée de la nation, vous êtes de la même famille aujourd'hui. Comment se portent les relations entre vous et Alphonse Ngoï Kassanji? Les relations sont au beau fixe. Ah oh. Je vous le dis pourquoi? Parce qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis. On est des adversaires politiques. Regardez, l'Allemagne et la France. Qui pouvait croire que l'Allemagne et la France peuvent être ensemble pour piloter l'Union européenne, n'est-ce pas? Je crois que personnellement comme ça, je n'ai aucun problème avec l'acteur que vous venez de citer. S'il y a eu des divergences, d'idées, en prison. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois certains aussi acteurs ont été arrêtés? C'est plusieurs fois. Ça ne peut pas, n'est-ce pas, aujourd'hui. On a vu aujourd'hui Fayoulou Kabila en alliance. Ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que hier, vous pouvez être des adversaires et aujourd'hui, vous vous retrouvez en alliance. Ça ne pose aucun problème. Donc c'est pour dire que je n'ai pas de problème personnel, lui également n'a pas de problème. L'intérêt pour nous deux, c'est voir le pays aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui réclament le retour de Ngoï Kassanji dans cette province. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes? Bon, vous savez, je ne peux pas dire que c'était le plus mauvais. Je ne peux pas le dire. Vous savez, c'est aussi la gouvernance, c'est aussi un problème du système dans lequel vous évoluez. Aujourd'hui, avec l'IGF, je crois que le gouverneur n'a pas de manœuvre, n'est-ce pas, comme ça se faisait dans le temps. Parce que dans le temps, c'était l'impunité. Dans le temps, on pouvait se permettre de faire du n'importe quoi. C'est parce que vous êtes aujourd'hui dans une même famille politique? Non, le problème, c'est pas celui-là. Et vous êtes le linge, ça se lave en famille? Non. Moi, mon problème, c'est que de voir quelqu'un qui peut nous amener à conduire cette province vers l'avant. Nous avons pris quelqu'un ici, n'est-ce pas, qui est dans un parti qui est avec nous, n'est-ce pas, à l'Union sacrée. Vous connaissez le résultat, le bilan. Vous parlez de Maouéja? Oui, je voulais parler de Maouéja. Du parti au pouvoir UDPS? Oui. Le problème ici, c'est un problème de compétence. Si quelqu'un est compétent et qu'il peut aider cette province d'aller vers l'avant, moi, personnellement, je ne vois pas de problème. Et comment trouvez-vous le leadership de celle qui assure aujourd'hui l'intérim de gouverneur dans ce coin? Bon, je ne connais pas tellement, mais au moins depuis qu'elle est là, les choses sont en train un peu de bouger. Mais l'espoir, le vœu de mon cœur est qu'on ait un bon gouverneur, n'est-ce pas, pour l'avenir. Vous voyez, quand on est dans le provisoire, il y a toujours de petits problèmes, on soigne l'image, n'est-ce pas, toujours, effectivement. Donc, c'est-à-dire, on a besoin de quelque chose de définitif, de telle sorte qu'on l'évalue en fonction de son programme d'action. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de cette rétrospective de la semaine. Permettez-moi de vous dire qu'au cours de ce rendez-vous, notre rendez-vous Info 7, nous allons parler de cette histoire, les révélations faites autour de la gestion de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. La marche projetée à travers la République démocratique du Congo par le bloc, mais également la prorogation de l'état de siège dans une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Tels sont notamment les sujets que nous allons aborder au cours de ce rendez-vous. Ce 19 novembre, le monde célèbre la Journée internationale pour la prévention des abus envers les enfants.
Elle a pour objectif de mettre en évidence le problème des abus ainsi que la nécessité d'intervenir de toute urgence par la diffusion des programmes de prévention. Créée en 2001 par la Fondation Sommet mondial des femmes, cette journée lutte contre les abus et exploitation des enfants, notamment au niveau sexuel, qui constitue un problème universel et alarmant. Après une longue tradition du silence, les abus sexuels dont sont victimes les enfants font de plus en plus l'objet des révélations occupant une place plus grande sur la scène publique et politique. De nombreuses associations défendent aujourd'hui la cause des enfants un peu partout dans le monde. Les enfants méritent d'être éduqués, protégés par leurs parents ou encadreurs, car dit-on, ils sont l'avenir des demain. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 73. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, déclare recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les trois prévenus. Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les trois prévenus, mais les frais d'instance à charge du Trésor. Dit que le présent arrêt sera signifié au prévenu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kambadi Dieudonné, président. 19 novembre, une journée dédiée aux enfants. Et dans ce reportage que nous venons de dire, de suivre avec vous, Madame, Messieurs, vous laissez très bien dire, les enfants méritent d'être éduqués. C'est un droit pour les enfants. Maître Guylain Douga, vous êtes de l'Union sacrée de la Nation. La gratuité de l'enseignement de base, on continue toujours à en parler. La gratuité, permettez-moi de le dire, boîte. Parce qu'il y a certaines écoles, notamment les écoles conventionnées catholiques, où les enfants, depuis la rentrée scolaire, n'ont pas étudié, contrairement à d'autres écoles publiques, des écoles de l'État. Aujourd'hui, il y a une frange politique qui parle d'un échec. Comment trouvez-vous cet avis? Oui, merci beaucoup Noëlla pour m'avoir posé cette question. Nous venons de suivre ici, quand on parle de l'enfant, la place d'un enfant, c'est à l'école. C'est là est repris même dans notre Constitution en son article 43. Quand tu dis que la plupart des écoles catholiques, en partie oui, parce que... Conventionnées catholiques. Conventionnées catholiques, on a même vu les enfants prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est dans le temps. Il y a une partie qui a déjà commencé, recommencé. C'est comme Bosangani, où j'ai ma fille, et d'autres écoles que je connais. Mais néanmoins, je voulais essayer un peu de dire quelque chose par rapport à cette question. La gratuité de l'enseignement de base. Sur la gratuité, parce qu'il y a certaines langues qui disent que c'est un échec. Vous savez, moi je n'aime pas le langage politique, même là où on doit être en unité, parce que on vient de suivre le documentaire pour nous dire que les enfants, c'est le Congo de demain. Les enfants, n'est-ce pas, c'est le pays de demain. L'avenir de demain, ce sont ces enfants-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de gratuité? Oui, allez-y, dites-nous. Et puis je signale ici que vous étiez dans le comité de parents. J'étais dans le comité de parents, je connais beaucoup de choses. Pour nous expliquer ces dossiers, qu'est-ce qui se passe? Je prends seulement l'Église catholique. Allez-y. Sur toute l'étendue du territoire, l'Église catholique est en train, n'est-ce pas, de gérer plus de 12 000 écoles. 12 000 écoles. L'Église catholique. L'Église catholique. Un allié détail pour l'éducation. Pour l'éducation, effectivement. Ouais. C'est pourquoi on les appelle les conventionnés. Parce qu'il y a une convention entre l'État et ces églises-là. Donc, c'est-à-dire, ici, à Kinshasa, nous avons plus de 100 000 élèves, n'est-ce pas, candidats d'éducation de base qui dépendent de cette église-là. Mais ce qui est curieux, Noëlla. C'est quoi? À l'époque, quand nous, on payait, parce qu'au fait... Là, vous étiez encore dans le comité des parents. On était dans le comité de parents. On était dans le comité de parents. Ce ne sont pas les parents qui sont appelés à payer les enseignants. On l'avait fait en fonction de ce qui s'était décidé dans le temps
pour favoriser un peu les parents et les enseignants, n'est-ce pas? À l'époque, c'était une valeur d'une bouteille de coca. Au-delà de ce que l'État donnait, les parents avaient la charge de payer. La charge comme de dans payer. les écoles privées. On a évolué pour commencer à payer 360 $ dans l'école où j'avais ma fille. Ok. Mais sur chaque argent qu'on payait, l'archevêché. Avec combien? Comment se faisait la Pas part? l'archevêché, et d'ailleurs, l'archevêque L'archevêque de Kinshasa. prenait 100 $ sur chaque minerval de l'élève. Expliquez-nous bien. Nous Donc, avons l'argent que plus vous ou moins de déboursiez- 100 000 élèves catholiques et vous prenez 100 $ par élève. par élève. Pour l'archevêque. Oui. Donc sur le 100 000 que compte Kinshasa, l'archevêque avec 100 $100 sur chaque élève. Appelez quelqu'un qui viendra me contredire parce que j'étais à l'APEC. Ah bon? Ça, c'est de 1. Quelle révélation. Toutes les autres institutions ici, le promoteur, le sœur, ponctionné, le comité de parents, on avait 1% sur chaque minerval. Là, Et- c'était avec le régime Kabila. Avec le régime Kabila, quand on payait. Et aujourd'hui, quand un autre président, Félix, vient, il vous dit gratuité, on ne paye rien. Ah, donc Vous c'est êtes là en que train ça fâche. d'arracher, n'est-ce pas, quelque chose Les dans la bouche. avantages, Les des avantages. personnels. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, personne ne voudra entendre ce son de cloche. Ah, c'est là que ça fâche. Oui. À un certain moment, il y avait deux parents qui étaient révoltés. Non, nous devons payer. Nous leur avons dit, permettez, ne fût-ce qu'à un Congolais qui est incapable de toucher 10 000 francs, si vous en avez beaucoup, allez dans des écoles. Il y a des lycées françaises, il y a l'Oupio, il y a d'autres écoles. Des Vous écoles pouvez privées. allez mettre vos enfants là-bas, mais permettez à tout Congolais moyen de scolariser son enfant. Donc Aujourd'hui, le nous sommes en régime train. Tshisekedi a combattu des intérêts personnels. Et voilà. Et aujourd'hui, on est en train de le à cette combattre. opposition. Mais je vous le dis, je parle comme ancien membre de l'APEC. Donc, vous voyez, vous, quelqu'un qui touchait un tel montant a acclamé le pouvoir pour dire non, écoutez, vous avez décrété la gratuité. Maître Guillain, ça ce n'est pas parce que vous êtes aujourd'hui dans l'Union sacrée que vous... Non, non, permettez le de- problème, mais je le dis sans Vous n'avez pas peur sans que l'archevêque peur d'être porte contredit. plainte? Non, non, je m'assume. Ok. Je m'assume. Je suis avocat. Je connais ce que je suis en train de dire. N'est-ce pas? Moi, j'ai siégé au comité de parents. En tant que tel, ce que je dis, je l'ai tiré de là. Ce n'est pas par hasard que je dis des choses. Les éléments que je vous donne là-bas, ce sont des éléments vérifiables et vrais. Vous savez qu'à l'époque, nous avons, les parents ont construit même des locaux. Donc, les bâtiments aujourd'hui... que Il y a Bassirou des bâtiments... Nous restons avec nos bâtiments. Vous partez. Ce sont ces bâtiments-là, Vous avez construit. le fruit de la contribution de parents. Ah Imaginez-vous, Noëlla, parce qu'il y a des parents qui sont fonctionnaires comme ces enseignants-là. Quand vous lui demandez 360 $ à payer pour son enfant, et que s'il en a 3, 370 fois oui, 3. parce qu'il touche le même salaire que vous. Même à l'époque qu'on était en train de payer 360 $, les enseignants touchaient combien? C'était 250 $. Et l'ancien régime ne leur donnait que 92 000 francs. 92 000 francs. 92 000 francs. Le reste, ce sont les parents. Si le parent souffre comme vous, si le parent a les mêmes difficultés que vous voulez, n'est-ce pas, fabriquer de bandits, de voleurs, qui viendront pour aller se battre ailleurs, n'est-ce pas, pour payer la scolarité des enfants. Et aujourd'hui, avec l'IGF, avec tout ce qu'il y a comme déploiement contre la lutte contre la corruption, les gens trouveront de l'argent où? Voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble, n'est-ce pas? Parce que ces enfants, ce sont nos enfants. Demain, si ces gens-là sont caractérisés par le Bombay, n'est-ce pas? C'est toute une société qui est Et sacrifié. Qui est sacrifiée. Mais aujourd'hui, nous voyons même certains politiques qui soutiennent la position là, de catholiques en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base et qui demandent même au président de la République de laisser les parents payer comme hier. Qu'est-ce que cache leur position? Si réellement tout ce que vous venez de démontrer ici est vrai. Écoutez, vous savez, quand vous demandez à un parent de payer, posez la question de savoir il touche combien. Et à l'école, on demandait combien.
Je vais vous dire, vous donner encore un autre détail. Allez-y. Deux fois, on avait des difficultés de payer. Tu peux te présenter comme parent pour demander ne fût-ce qu'une dérogation, même d'une semaine. Mais ces messieurs-là, ils nous traitaient comme... Imaginez-vous, on pouvait même bousculer les parents. Ah bon? Si vous voulez faire de la scolarité le commerce, continuez avec cette politique. Moi, je n'ai pas un problème personnel avec l'Église catholique. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec les enseignants. C'est leur droit conformément à l'article 36. Mais l'enseignement de base n'est pas du commerce. Donc là, l'Église catholique, on a fait de l'enseignement un commerce. C'était un commerce, je vous le dis. Et tout ce que nous avons laissé aujourd'hui, parce que les parents ont construit des locaux. À qui appartiennent ces locaux-là? Aux parents, à l'État. Aux parents, à l'État ou bien à l'Église catholique. Mais aujourd'hui, l'Église catholique dit que ce sont ses locaux. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est une escroquerie. Une escroquerie. Parce qu'à un certain moment, les parents ont souffert. C'est pourquoi moi, j'estime... Maître Guilain, depuis qu'on a parlé, qu'on parle de cette histoire de la gratuité, l'Église catholique se prononce, la Senco se prononce, mais pourquoi vous, avec toutes ces révélations que vous avez, vous n'êtes pas prononcé? Vous avez décidé de garder silence. Non, mais quand on en a l'occasion, n'est-ce pas, nous le disons. Vous avez juste attendu cette occasion pour vous prononcer? Non, mais nous le disons. Donc, c'est-à-dire, peut-être dans d'autres auditoires, on discute de questions parce que ce sont des questions qui dérangent. Ce sont des questions qui touchent plusieurs Congolais et qui touchent plusieurs parents. Et quand nous avons des choses comme ça, et aujourd'hui, nous avons la possibilité par votre chaîne, n'est-ce pas, de porter la voix plus haut pour que les gens comprennent quel est le soubassement, la dimension cachée de toutes ces histoires. La position de la Senco, de l'Église catholique... Mais ne parlez même pas de la Senco, parce que la Senco n'est qu'une asbelle. Parce qu'on commence un peu à faire de l'amalgame. L'Église catholique, Senco. Senco, c'est une asbelle qui regroupe les archevêques. Et parfois, il y a d'autres archevêques qui ne sont même pas d'accord. Qui ne sont pas d'accord parce que dans le droit canon, chaque archevêque est indépendant par rapport à son entité. Mais l'Église dit toujours qu'elle milite pour le bien-être de la population, le social de la population, et porte cela à cœur. Donc l'Église est en contradiction avec ce qu'elle nous dit. Non, mais effectivement, parce que quand vous voyez déjà l'Église quitte l'Église, ils sont dans la rue, ça pose problème. Quand l'Église est dans la rue, n'est-ce pas, ils quittent l'Église. Où les gens ont besoin, n'est-ce pas, de salut des âmes, vous allez dans la rue, vous commencez à faire ce que les politiciens font, donc c'est-à-dire quelque part, il y a quelque chose de caché. Ou soit vous devenez un parti politique, ou soit vous menez les actions et on vous traitera en tant que tel. Il faut tirer les conséquences. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi reste déterminé à faire asseoir la gratuité de l'enseignement des bases, mais il y a deux voix qui demandent au président de la République de lâcher. Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est diabolique, parce que si, avec cette politique, le chef de l'État peut récupérer 4 millions, 4 millions, parce que dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Au début de la rentrée, plusieurs peuvent aller. À un certain moment, il y avait des abandons. Vous avez une classe de 60 et à la fin, ils terminent peut-être à 20. Parce que les autres ont été chassés et à un certain moment. Si mais aujourd'hui, tous partent à l'école, mais quelle qualité de l'enseignement aussi? Non, mais la qualité, c'est toujours les mêmes enseignants qui donnaient cours. C'est dans les mêmes locaux qu'on donnait cours. Du moins, si vous voulez savoir... Comment? Il n'y a pas d'infrastructures scolaires qui ont été, que le président a essayé de construire. Oui, le début, ça aussi c'est un problème. Le début a toujours été difficile. Les infrastructures, c'est vrai, nous sommes en train d'y penser progressivement, n'est-ce pas? On va y aller pour construire. Vous savez qu'on a débloqué de l'argent ici pour construire 300 écoles, l'argent qui a été détourné avec comme le régime Kabila. Avec le régime, n'est-ce pas? Et puis, demain, on vous voit sur la rue, vous êtes en train de combattre la gratuité, mais vous êtes des mercenaires. Permettez-nous de parler du dossier Matata Ponyo. Vous avez suivi, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Comment avez-vous trouvé la position
de la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup pour la question. Je ne saurais pas entrer en détail parce que c'est un arrêt de la Haute Cour que je ne peux pas critiquer en tant qu'avocat, mais néanmoins. En tant que politique? Néanmoins. Néanmoins, il y a un petit problème sous la dimension politique. Lesquels? Parce que quand on a commencé à poursuivre Matata ici, beaucoup de bouches. Acharnement. Acharnement. Parce que comme qui dirait que si quelqu'un détourne, parce qu'il peut être un candidat potentiel, on ne peut pas le poursuivre. Alors, vous attendez poursuivre qui? Le bas peuple, n'est-ce pas? Il a été poursuivi, on a parlé de l'acharnement. On a parlé de la justice. La même justice qu'on avait étiquetée en tant que telle vient de se déclarer incompétente. Et aujourd'hui, c'est un son de cloche qui peut démontrer que réellement nous sommes dans un État démocratique. Parce que quand on le dit, les gens ne comprenaient pas. Et maintenant, n'est-ce pas, les œuvres sont en train de parler. Sinon, si on avait besoin de mettre la main sur Matata, on l'aurait broyé par cette machine qui est la justice. Mais le droit, parce que le juge est soumis à l'impérium de la loi. Quand le juge a scruté, bien que je ne suis pas... je trouve qu'il y a beaucoup de choses à redire quant à la position de la Haute Cour. Comment ça? Non, il y a beaucoup... ce n'est pas une émission élaborée, n'est-ce pas, pour qu'on en débatte. Parce que moi... Tu dois quand même dire un monde. Oui, parce que quand moi je me fonde sur certaines dispositions, n'est-ce pas, de la Constitution... On a l'impression que quelque part vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été prononcé. Effectivement, mais je l'ai dit, je ne saurais pas critiquer. Parce que c'est la Haute Cour. Parce que c'est la Haute Cour, on s'incline, mais néanmoins, il y a beaucoup de choses à redire, nous attendons, n'est-ce pas, l'arrêt, et puis nous pouvons peut-être donner nos avis. Maintenant, à ce stade... Le droit, c'est un océan, et nous pouvons peut-être réfléchir pour essayer un peu, parce que si... il y a possibilité aussi qu'il y ait revirement de la jurisprudence. Du côté du FCC, le Front commun pour le Congo, j'ai entendu des politiques qui ont dit que c'est vraiment un temps perdu. Le temps perdu par rapport à quoi? Tout le temps que ce dossier a pris devant la Cour, pour ils estiment que c'est un temps perdu, tout en avançant comme argument que le Antonio Guterres avait raison de dire que le dossier Matata était politisé. Non, Noëlla. Le problème, c'est que j'ai toujours aimé un professeur, c'est le professeur Mbata. Quand il dit que quand un menuisier cherche à interpréter la loi, un maçon cherche à émettre ses avis, ça pose problème. N'est-ce pas? Quand la Cour se déclare incompétente, on n'a pas touché le fond. Est-ce le litige est vidé? Je le dis d'emblée, non. C'est-à-dire aujourd'hui, si la Cour constitutionnelle a été incompétente, cela ne veut pas dire que demain la Cour de cassation ne sera pas saisie à propos. Ici, c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas un problème personnel entre Matata ou bien avec le président, je ne sais pas quoi. Ici, c'est un problème de l'argent du contribuable. Si Matata n'est pas impliqué dans cette histoire, il sera acquitté. Parce que la justice est dite à charge et à décharge. S'il n'y a pas d'éléments, vous voulez que la justice invente des éléments, on va les libérer. S'il est impliqué, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'on parle ou bien qu'on ne parle pas, qu'on le veuille ou pas, n'est-ce pas, il sera obligé de remettre aux Congolais l'argent. Éclairez l'opinion qui est en train de vous suivre maintenant là. La Cour constitutionnelle, incompétente d'entendre, de juger Augustin Matata Pogno, finalement, où est-ce que les dossiers ira? Parce que certaines personnes disent, ok, comme la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, finalement, le dossier est clos. Non, vous savez, le droit positif congolais, n'est-ce pas, a deux dimensions. La forme et le fond. La forme, c'est comme une porte d'entrée. Quand la porte ne s'ouvre pas, tu n'entres pas dans la chambre. Parce que dans la chambre, c'est là où il y a tout le bien. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas accéder au bien tant que la porte est encore fermée. Donc, en d'autres termes, dans un langage simple et lapidaire, c'est-à-dire que l'ouverture de la porte pour juger Matata, il fallait d'abord que la Haute Cour se déclare compétente. C'est à ce moment-là maintenant qu'on devrait vérifier le fait. Comme la Cour s'est déclarée incompétente, on n'a rien touché au fond. Maintenant, le juge ou bien le magistrat
qui est à la recherche des infractions saisira maintenant la cour compétente pour qu'on puisse statuer sur le cas Matata Mpognon. Si on estime qu'aujourd'hui il est sénateur, c'est la cour de cassation qui sera compétente. Je crois que le parquet ayant toutes les manettes entre ses mains, et il va diligenter. Ce que je dis ici, c'est que tout le voleur de la République, parce que voleur entre guillemets, parce qu'il n'y a qu'un jugement qui peut déterminer ce que nous sommes en train de dire. Les personnes que vous appelez les détourneurs des les détourneurs, ils vont se retrouver devant la justice pour même ceux qui se cachent à l'Union Sacrée. Même ceux-là qui se cachent à l'Union Sacrée. Il y a quelqu'un de l'Union Sacrée qui a été arrêté. Et d'ailleurs, non seulement un simple membre de l'Union Sacrée, mais membre de l'UDPS. Arrêté et puis qui a obtenu sa liberté provisoire. C'est tout à fait normal, c'est ça la procédure. Il n'y a que l'UDPS et les membres de l'Union Sacrée qui peuvent bien obtenir la liberté provisoire. Ici, c'est le juge qui apprécie. Ah, on apprécie qu'en faveur de votre camp? Non, ce n'est pas en faveur. Parce qu'on a vu d'autres politiques qui ont demandé cette liberté provisoire, mais malheureusement, ne l'ont pas obtenue. C'était le cas de Jacques Ndala. Non, Jacques Ndala, le problème c'est que l'instructeur du dossier, vous savez, c'est un dossier qui est passé en matière de flagrance. Le dossier Jackie est passé en matière de flagrance. Le dossier Vital est passé en matière de flagrance. Ça, c'était devant le juge directement. Mais le dossier était mis à commencer par le parquet. Le parquet peut apprécier. Et le juge, la juridiction, bon, s'ils ont apprécié autrement, ce n'est pas le problème de qui que ce soit. Ok, madame, messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine. Dans sa réplique, le chef du gouvernement a regroupé les préoccupations des députés nationaux, toutes tendances confondues, en 7 chapitres importants à savoir les préoccupations d'ordre général, les préoccupations liées à la sécurité et l'ordre public, singulièrement concernant les conditions sociales des forces armées et de sécurité, les préoccupations d'ordre social, particulièrement le cas de l'enseignement et de la santé, les préoccupations liées aux investissements et au secteur productif, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, les préoccupations liées à la décentralisation budgétaire et enfin les préoccupations liées au processus électoral. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde s'est félicité d'avoir soumis à l'autorité budgétaire un projet de loi des finances à la hauteur des 10 milliards de dollars américains. Des préoccupations liées à l'organisation des élections et l'identification de la population ont été également passées au peigne fin. Pour ce qui est des préoccupations liées au processus électoral, je voudrais préciser à l'attention de la plénière que, comme mentionné dans mon discours de présentation et conformément aux orientations du président de la République, les délais constitutionnels seront respectés. Et à ce propos, votre gouvernement a déjà mis de côté, dans le cadre des économies de cette année, 200 milliards de francs congolais sur des prévisions initiales de 90 milliards pour l'exercice 2021. Et pour l'exercice 2022, nous avons aligné 500 milliards pour nous permettre de couvrir les charges liées au processus électoral. Nous attendons du bureau qui a été récemment installé un plan concret qui nous permettra de démarrer les premières opérations électorales. Dans le même esprit, votre gouvernement a fait de la question du recensement une question cruciale au regard de l'importance qu'elle revêt. C'est ainsi que nous travaillons à la mutualisation des services pour nous permettre de démarrer les opérations de recensement qui nous permettront d'avoir des statistiques claires permettant de déployer notre plan de développement d'une part et d'autre part de doter les Congolais d'une carte d'identité. Voté massivement par les élus nationaux et renvoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, ce projet de loi des finances 2022 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 20 milliards 730 millions de francs congolais qui, par rapport au budget initial de l'exercice 2021, chiffré à 14 milliards 620 millions de francs congolais, d'où un taux d'accroissement de 41,8%.
vous bombez la poitrine parce que simplement vous aviez présenté une littérature où vous dites que vous aviez apporté un accroissement de plus de 40%. Ça, c'est une comédie, excusez-moi de le dire, parce que le peuple ne se retrouve pas. Lorsque vous nous parlez du budget de 10 milliards de dollars et que le panier de la ménagère n'a pas évolué, on sent qu'au niveau du marché, les prix des denrées alimentaires ne bougent pas. Ça veut dire que tout ça, c'est du théorie, tout ça, c'est chimérique, ça ne permet pas justement à notre peuple de palper cet accroissement de richesse. Donc nous, au Nouvel Élan, nous considérons que nous avons la capacité d'aller au-delà de ces 10 milliards de dollars dont M. Sama se bombe la poitrine. Mais il nous faut justement un sérieux dans la gestion de la chose publique. Il nous faut une gouvernance, en tout cas réelle, en tenant compte de nos capacités de mobiliser pour que nous puissions justement répondre aux attentes de notre peuple. Puisqu'il y a la corruption qui gangrène notre économie, il y a les clientélismes, il y a en tout cas les dépassements qui se font dans, par exemple, au niveau de la présidence, simplement parce que il y a M. Chilombo qui aimerait bien voyager, aller par-ci, aller par-là, sans apporter du concret, sans apporter réellement à notre économie. Ça, ce sont des problèmes que nous devons commencer par résoudre. Cette plénière est consacrée à l'examen et au vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège décrété dans une partie de l'Est de la République démocratique du Congo par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son allocution, la ministre de la Justice a fait savoir qu'en dépit des efforts entrepris par le gouvernement de la RDC, et surtout grâce à l'appui de toutes les forces vives de la nation déterminées à mettre fin à ce cycle infernal des violences, beaucoup de défis restent encore à relever compte tenu de la particularité de ce conflit armé. Les recommandations pertinentes issues du rapport de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale ont été transmises au gouvernement, a fait savoir Rose Mutombo. Cette dernière va souligner que le Premier ministre était face aux élus de la partie Est sous état de siège. Il vous souviendra que lors de l'adoption par la représentation nationale de la dernière autorisation de prorogation de l'état de siège, il est ressorti la nécessité d'une concertation permanente entre le gouvernement et le Parlement autour de l'état de siège. Depuis le jeudi 11 et le samedi 13 novembre 2021, les députés nationaux membres des caucus de parlementaires de l'Ituri et du Nord Kivu ont échangé autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui s'est fait accompagner pour la circonstance de quelques membres du gouvernement concernés par l'état de siège. En effet, la problématique de la sécurité de la partie Est de notre pays est une préoccupation pour tous, à savoir le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les services de défense et sécurité, les organisations de la société civile. Après débat général sur le projet de loi, les députés nationaux ont décidé de proroger pour la 12e fois l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Ici est de noter que ce document est renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Maître Guilain, le Premier ministre était devant les élus. Il s'est prononcé, il s'est exprimé autour du budget 2022. 10 milliards de dollars américains pour la République démocratique du Congo. Un budget social ou antisocial? C'est un budget réaliste, non seulement social, il est d'abord réaliste, équilibré et social. Donc, je crois, Noëlla, devant les évidences, on ne discute pas. Le contraire de ce que pense Nouvel Élan, de Adolphe Muzito. Vous savez, je n'aime pas citer beaucoup plus de noms. Non, mais vous avez quand même suivi le secrétaire général qui s'est prononcé. Oui, Noëlla, vous savez qu'il est très difficile de faire de l'opposition quand vous avez un président démocrate. Parce que vous risquerez de manquer même quoi dire. Non, mais il affirme. Comment est-ce que le Premier ministre s'est bombé la poitrine avec 10 milliards
alors qu'ils pouvaient faire mieux, 15 milliards de dollars américains. Donc c'est bien beau, mais Mouzito était Premier ministre. Mouzito a une chaîne qui ne sait pas, n'est-ce pas, gérer. Il veut seulement gérer avec 15 milliards, n'est-ce pas, la République. Je crois qu'il faut être sérieux quand nous parlons de la vie de la nation. Parce que ces gens-là, on les a vus gérer. C'est pour la toute première fois qu'un ministre jeune qu'il est, il a présenté un budget de 10 milliards. Personne n'a osé. Et là, on n'applaudit pas, on croit qu'il y a toujours des choses à redire. Même là où le budget n'est pas encore exécuté. On cherche à vous projeter dans le temps, comme si on était des sorciers. Non, il ne faut pas faire des incantations devant une loi. Ici, à pression, le budget a été très bien présenté, a tenu compte du social de la population. Avec combien de pourcentage? Oui, beaucoup de pourcentage. Parce que s'il y a un accroissement de 41,8, aujourd'hui, vous savez, n'est-ce pas, que tous les fonctionnaires de l'État verront leur salaire augmenter de 45%. Ce n'est pas moi. Voilà pourquoi nous disons que ça a un caractère social. Quand vous partez même de 1 à 5, c'est un plus-value. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Et petit à petit, nous allons commencer à améliorer pour atteindre les niveaux qu'ils veulent. Lorsqu'on réserve 0,27% au chômage et 30% juste pour les institutions de la République. Ce n'est qu'un début. Mais n'invitez pas aussi que le gouvernement ne puisse pas réserver quelque chose aux institutions. Parce que dans les institutions, il n'y a pas seulement rubrique salaire. Il y a autant de rubriques. Une institution peut avoir des dettes. Aujourd'hui, vous voulez que la régie des eaux, n'est-ce pas, fonctionne. Il y a des ministères qui doivent à la régie des eaux. Si vous ne lui dotez pas de moyens, il va payer avec quoi? Vous ne voulez pas doter. Ce sont des problèmes que le gouvernement devrait quand même résoudre, non? Mais on le résout avec l'argent, les moyens. On va le résoudre. Mais c'est pourquoi nous avons augmenté au vu de toutes ces réalités. Et mais il y a des gens qui ne veulent pas. Parce que quand la régie des eaux aura de l'argent, l'ESNEL aura de l'argent, n'est-ce pas? Leur capital va augmenter. Ces gens ne veulent pas comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que l'État congolais? Non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne veulent pas faire quoi? Payer? Oui, vous avez parlé lorsque les gens ne veulent pas. Donc, ils ne veulent pas payer. C'est là que je me pose la question. Non, c'est-à-dire que la réflexion était dans le sens de dire on a octroyé beaucoup de pourcentage aux institutions. C'est pourquoi j'étais en train de démontrer que dans le train de vie des institutions, il n'y a pas seulement rubrique salaire. Il y a beaucoup de compartiments, n'est-ce pas, qui nécessitent qu'on puisse peut-être payer des dettes. On peut payer les dettes à l'ESNEL, on peut payer les dettes à la régie des eaux. Il faut que ces institutions fonctionnent. Parlons des institutions. Avant de parler des institutions, il y a un débat qui s'est invité dans l'opinion congolaise. Il faut réduire le train de vie des institutions de la République démocratique du Congo. Quand on parle de réduction de train de vie, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Et est-ce que vous, en tant que politique, vous êtes d'accord avec cette proposition? Je ne suis pas du tout d'accord. Je n'aime pas, je n'aime pas des déclarations d'éclat. Je n'aime pas des déclarations d'éclat. Parce que quand vous faites une réflexion, vous devrez nous donner son impact multiplicateur. Que quand on va réduire, par exemple, d'autant de pourcents, ça peut, n'est-ce pas, permettre à un autre secteur de fonctionner. Oui, on va donner à l'armée. À l'armée qui a... Mais c'est combien? C'est combien, Noël? Prenons par exemple le 30% alloué aux institutions, on réduit à 20, les 10 on peut... Oui, c'est bien beau. Et maintenant, il ne faut pas clochardiser le ministre. Demain, vous risquerez de voir un ministre qui vient en babouche parce qu'il n'a pas de chaussures. Non, mais si par exemple, il touche, c'est un exemple, il a 5 000 $ et qu'il touche demain 3 000 $. La réflexion, elle est bonne. La réflexion, elle est bonne. C'est pourquoi j'ai dit, il faut en étudier son impact. Je prends le cas. Parce qu'ils veulent qu'on puisse réduire le train de vie des institutions. Mais qu'est-ce qu'on fait de 670 000 $ qu'on donne par mois à Kabila? Ça couvre combien de salaire? Révélation? Non, ce n'est pas un problème de révélation parce qu'en même temps, vous vous enrichissez. qu'il reçoit.
l'argent qu'il reçoit. En même temps, vous recevez. En tant qu'ancien président, en tant qu'ancien président, et puis il venait d'être cité dans un dossier. Bon, on en parlera peut-être, mais néanmoins, regardez un peu. Qui en parle? Ces gens-là du FCC qui demandent qu'on réduise. Qu'on commence d'abord par annuler cette histoire. On a même suivi Jean-Marc Kabounda Kaboun, qui est premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, qu'il avait aussi dit. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas, je dis que ce n'est pas mauvais. Il faut étudier la question, en dégager son impact. Parce que quand vous réduisez et que vous vous retrouvez par exemple avec 200 000 $, vous en faites quoi? Le président de la République, si je ne me trompe pas, Félix Tshisekedi, l'avait également dit. On voulait quand même voir ce budget exercice 2022 réservé par exemple 20% aux institutions. Non, pourquoi 20% aux institutions? Parce que si il faut par exemple équilibrer les autres secteurs, n'est-ce pas? Le budget qui était hier à 7 milliards, avant-hier, avec Tchibala, c'était à 3,5 milliards, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, celui de l'époque de Tchibala qui touchait ce salaire n'aura pas le même salaire. L'ancien Premier ministre et toujours prisonnier en liberté provisoire. Bon, bien sûr, il est en liberté provisoire. Nous attendons la justice, parce que c'est la justice qui appréciera. Mais néanmoins, n'est-ce pas? Le débat qui devrait être le nôtre aujourd'hui, c'est de voir comment nous pouvons nous mettre ensemble et de travailler. Parce que quand vous prenez un seul ministre rwandais à côté de nous ici, il est rémunéré comment? Un ministre angolais, il est rémunéré comment? N'est-ce pas? Le problème, il ne faut pas focaliser le débat sur une personne. Il faut focaliser sur l'intérêt général. Parce que si nous avons un budget de 100 milliards, qui sera énervé s'il apprenait qu'un ministre touche 15 000 $? Lui touche aussi 5 000 $. N'est-ce pas? Je crois que c'est le travail que nous devons faire. Plutôt que rester sur des débats stériles du genre réduire le train de vie. Donnez-nous l'impact. Ça fera quoi? On aura combien de champs? On aura combien d'écoles quand on va réduire? Qu'est-ce que vous allez en dégager? Vous nous le dites, vous nous le démontrez. C'est comme ça un débat scientifique se fait. Quand vous faites de déclarations, n'est-ce pas? Ça ne reste qu'allégation. N'est-ce pas? Démontrez-nous son impact. Quand on va le réduire, ça nous donnera quelle plus-value? L'RDC est un pays qui a beaucoup de richesses, les richesses qui profitent à d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que le gouvernement de Warrior nous présente un budget de 10 milliards de dollars américains, on devrait quand même, l'UDPS devrait se réjouir, alors qu'il y a un cap que le président s'est donné dans 10 ans. Non, dans 10 ans, il avait dit il allait remonter le budget à 10 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards. Et d'ailleurs... Si je ne me trompe pas, 85 milliards pour le 10 ans. Oui, si 80 milliards pour 10 ans. 80 milliards, voilà. Pour 10 ans. Okay. Donc c'est là, nous restons dans cette fourchette-là de 10 milliards, n'est-ce pas? Et c'est avec ça que vous allez faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique? Nous le ferons. Regarde Noëlla. C'est pour la toute première fois encore le budget de l'exercice passé, la loi de finances de la fois passée. Le gouvernement est arrivé au mois d'octobre. Il s'attendait à 9 milliards. Ils se sont retrouvés au-delà de 10 milliards. Et là, c'est pendant la période pandémique, il y a Covid-19. Il y avait Covid, il y a beaucoup de recettes qui nous échappent. Oui, grâce à l'IGF. Demain, si nous mettons aussi en contribution la Cour de compte, si nous mettons encore d'autres structures, nous pouvons focaliser tout cet argent là-bas. Je vous donne le cas. L'argent que nous payons à l'INRB, n'est-ce pas, pour voyager, Covid, ainsi de suite. Le Gabon en a réalisé de prouesses. Et aujourd'hui, ça va où? Nous pouvons focaliser tout cet argent. Cette histoire de RAM, au lieu de l'annuler, nous pouvons focaliser cet argent. Ça peut aider l'enseignement, ça peut aider beaucoup de choses. Donc c'est question de politique, c'est question de volonté, c'est question que même ceux-là qui crient dans la rue, n'est-ce pas, des maîtres de réflexion, c'est notre pays. Demain, l'autre ne sera pas éternel, il peut quitter, c'est vous qui viendrez. Mais vous trouverez quoi?
Parlons à présent de l'état de siège. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, encore une prorogation pour la 12e fois l'état de siège. Mais les tueries, on continue à en enregistrer. On enregistre des morts, des pertes en vies humaines. État de siège dans ce coin du pays. Des voix veulent à ce qu'on puisse s'arrêter avec cet état de siège. Non, on cherche à coller des choses à la population pour rien. Coller des choses à la population pour rien? Je l'ai dit. Non, je voulais dire que on dit que les gens ne veulent pas, n'est-ce pas? Qui a fait cette étude-là? Ça aussi, c'est un problème. Non, les élus, ils représentent quoi? Ils représentent la population. Non, attention. Représentation. Attention, je vais y arriver. Je vais y arriver. Écoutez, moi je suis d'avis avec le chef de l'État qui dit les raisons qui ont motivé à décréter l'état de siège, tant que ces raisons subsistent, l'état de siège ne sera pas levé. Pourquoi? Une fois je suis en mission, je suis à Goma. Nous arrivons à Goma, on est en train de discuter avec les amis. Un ami me dit quoi? Il a dit quoi? Qu'il a un oncle à lui, qui voulait acheter une parcelle. Un de ses amis le contacte, il dit, mais vous voulez dilapider l'argent, pourquoi? Moi, à ta place, je prendrai cet argent là-bas, je formerai un groupe armé. Ah bon? Et je dirigerai une concession minière. Dans 3 mois, je récupère l'argent. C'est pour te dire que cette situation de l'Est, nos frères de l'Est doivent aussi nous dire clairement les choses. C'est pourquoi le président Mbosso est allé sans gants pour leur dire « Vous devrez quitter les groupes armés ». N'est-ce pas? Ça, c'est un. Donc, ils sont quand même connus. Ça, c'est un. Ils sont connus. Il y a beaucoup de rapports. Mais pourquoi on ne les inquiète pas? Non, le problème, c'est lequel? Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut toujours gérer avec subtilité. N'est-ce pas? Entre-temps, il y a des morts. Imaginez-vous. Oui, c'est parce qu'il y a guerre. Là où il y a la guerre, il y aura de morts. Mais lorsqu'il y a la guerre et que l'ennemi est bien connu et identifié, on met le problème, c'est que... C'est ça qui inquiète la population. Pourquoi vous nous parlez toujours de ce genre? Ils sont connus. Les commanditaires sont connus. L'ennemi est invisible. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'Est? On peut être comme ça. La journée, je suis journaliste. Et le soir, je me retire quelque part. Je récupère mon arme. J'arrive là où il y a des enfants. Je tire et puis je fuis. Je filme, je mets sur les réseaux sociaux. C'est pour paniquer, c'est pour faire voir à la population que rien n'est fait. Qu'est-ce que vous voulez, Noëlla? Vous croyez qu'un gouverneur qui est mis en congé, il peut applaudir le gouverneur militaire qui est là? Les députés qui sont presque en chômage. Il y a un confrère journaliste qui a fait une descente. Les magistrats. Beaucoup de gens veut de cet état de siège. Mais il y en avait combien? Cette population-là, c'est quel échantillon? Parce que quand vous faites une étude, il faut nous donner l'échantillonnage. On dit la population... Vous n'avez pas trouvé 2 personnes. Je crois que c'est une conclusion hâtive, n'est-ce pas? Mais les élus disent non, alors que la population, ça, ce sont les personnes qui sont descendues sur terrain. Qui disent que la population veut de cet état de siège et dit qu'on peut dormir, on peut se réveiller. Non, là, réfléchissons maintenant. Réfléchissons. Avant l'état de siège, on avait une rhétorique ici. Qu'à l'Est, on en a connu 6 millions de morts. Et quand on a décrété l'état de siège, 1000 morts. Quand vous comparez les deux, quelle est la période qui a bousillé beaucoup? Avant l'état de siège. Avant l'état de siège, c'est-à-dire avant l'état de siège. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui s'est fait. Il y a un travail qui s'est fait. Donc, c'est de mauvaise foi que les autres ne veulent pas le reconnaître. Mais ce sont ces gens-là qui sont de commerçants. Mais aujourd'hui, le trafic des minéraux là-bas. Est-ce que vous avez suivi le rapport, je crois, de Sud Kivu? Oui, Maître Guilain, vous êtes dans ce couloir du droit et vous. Aujourd'hui, si la population affirme qu'on peut bien se réveiller, on peut dormir, on peut être tranquille, et que sur 6 000 morts, aujourd'hui on peut enregistrer 1000 pour le mois. Ces personnes qui font des déclarations pour dire que nous ne voulons pas de l'état de siège, est-ce que l'État congolais peut poursuivre ces personnes?
Non, c'est très difficile. C'est pas une infraction, c'est une liberté. Ça, c'est une liberté d'opinion. Tel que je le parle, je le dis. Il y a eu un débat dans ce sens-là. C'est pour éclairer la population. Il y a eu un débat dans les réseaux sociaux pour dire, mais finalement, s'il y a des personnes qui disent non, 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 surtout pourquoi ne pas peut-être interpeller ces élus? Non, les infractions, c'est quand vous allez dans le sens de décourager l'armée. Okay. Ça, c'est un aspect tout autre. Mais quand vous le dites, vous êtes en train d'exprimer ce qui est dans votre cœur. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, c'est normal. C'est une expression, et surtout que nous sommes en démocratie. Surtout que nous sommes en démocratie, que les autres ne veulent pas. ne veulent pas comprendre que les choses ont déjà changé. Les autres. Donc, c'est-à-dire, maintenant, cet état de siège, les États-Unis sont allés en Afghanistan, n'est-ce pas? Ils sont sortis là-bas après 20 ans sans y apporter de solution. Il ne faut pas faire de Tshisekedi un Superman qui sera partout, au front, à la commune, au quartier, pour tout terminer dans 2 ans. Je crois qu'il faut être humain. C'est demander trop? C'est demander trop. Le mal est tellement profond. Il faudrait attendre. Le mal est de 54 ans. Vous demandez à la population de ne pas trop vous juger, vous l'union sacrée. Non, 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 ce n'est pas dans ce sens. D'être un peu clémente. Non, non, ce n'est pas dans ce sens. Une maison, quand on la construit, ça commence par la fondation. On commence d'abord par creuser. 2 fois, quand quelqu'un y passe, il trouvera que rien n'est fait. Mais en réalité, la maison est en train de se construire. Et à un certain niveau, quand maintenant le mur vont commencer, ici il y avait quelque chose. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Le fondement est en train d'être placé. Je crois que d'ici là, les gens comprendront. Voilà, madame, messieurs, place au 3e dossier de notre rendez-vous de la semaine. Les CAL-CC et les Milapro ainsi que les forces vives du bloc patriotique se félicitent de la participation massive de la population à la marche pacifique du samedi 13 novembre 2021. Le CAL-CC et le Milapro félicitent le peuple congolais d'avoir participé massivement à la marche du samedi 13 novembre 2021. La présence massive de la population, sa détermination et son patriotisme ont démontré clairement que le Congolais réclame des élections libres, impartiales, crédibles et apaisées, mais aussi élever au finish des institutions légitimes sans lesquelles les besoins primordiaux du peuple, qui sont le social, la sécurité, la bonne éducation et la santé, ne pourront définitivement trouver solution. Cependant, il déplore et condamne la mort du secrétaire général adjoint du parti politique API, décédé ce mardi 16 novembre suite aux coups et blessures. Nous déplorons et condamnons fermement la mort de M. Moussoga Kikobia, secrétaire général adjoint et porte-parole du parti API, décédé ce mardi 16 novembre 2021 à 4 h du matin à l'hôpital Saint-Joseph de Brikine de suite de coups et blessures des agresseurs non encore clairement identifiés. Les CAL-CC et Milapro projettent d'autres actions pacifiques, notamment des marches, des villes mortes ainsi que des sittings afin d'obtenir gain de cause. Lundi, le 22 novembre, sit-in devant la CENI, sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, ainsi que devant tous les bureaux de la CENI dans chaque province et dans chaque territoire. 2. Samedi 27 novembre, marche pacifique sur toute l'étendue de la République à Kinshasa. Le point de chute de la marche est le palais du peuple. Ce point de presse a connu la présence des représentants de tous les sociétaires du bloc patriotique. Les sit-ins que les autres programmes ainsi de suite ne visent même pas tout ce qu'ils cherchent là, tout ce dont ils parlent. Ça vise une seule chose, comment revenir à la table de négociation pour espérer avoir aussi un poste susceptible de procurer un peu de fonds avant 2023. Ils doivent apprendre à dire la vérité aux gens. Ils peuvent faire le sit-in
milliards fois par jour, ça ne changera absolument rien. Parce que Denis Kadime et son équipe sont déjà investis, ils sont au travail, ils sont à pied d'œuvre, et les quelques diplomates qui sont passés conférer un peu avec Denis Kadime ont confirmé qu'effectivement les choses ont changé et qu'il y aura de bonnes élections. Maître Guilain, l'Union sacrée aujourd'hui est déterminée à faire le forcing. On ne veut pas de Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Même si les personnes avec lesquelles vous avez marché dans les rues, je vois les catholiques et les protestants aujourd'hui, ne sont pas d'accord avec votre façon de faire. Donc vous êtes décidé vraiment à faire le forcing. Noëlla, je peux dire ceci. Hein. Vous savez, dans un État démocratique, ce n'est pas notre façon de faire qui compte. C'est la manière de faire de la loi. Que dit la loi? Parce que le problème, c'est là. Si Kadima a été élu conformément à la loi, il n'y a que la loi qui peut le faire partir. Parce que le reste, ce n'est que chantage. Mais le président tout le monde, nous ne sommes pas obligés. Qui regroupe les confessions religieuses n'est pas d'accord avec la procédure. Ah bon? Donc c'est-à-dire qu'à la maison, si Noëlla n'est pas d'accord de manger le foufou ce soir-là, tout le monde ne va pas manger le foufou. Donc je crois que ici, le principe est que, à l'absence du consensus, il fallait passer au vote. Mais il n'y a pas eu consensus. Il n'y a pas eu consensus, c'est un vieux débat. Il n'y a pas eu consensus. Les autres sont passés au vote. Et les autres ont boycotté le vote. CALCC, Milapro, Lamouka, Ensemble, qui est même un parti politique de l'Union sacrée de la nation, n'est pas d'accord avec vous. Et même le Front commun pour le Congo, ils ont fait bloc pour barrer la route à ce qui qualifie de dictature de Tshisekedi. J'aimais le langage du secrétaire général de l'UDPS quand il disait que c'est le retour au bercail. Quand les amis de Chol et d'Eric Senga retrouvent leur autorité morale d'antan qui est Kabila. Ah, vous parlez de la CNCO-SCC? Les amis d'Eric Senga, porte-parole de l'ECC? Oui. Ah. Ils retrouvent leur ami d'antan qui est Kabila. Ça ne dérange personne. Je vous ai dit ici qu'il est très difficile de faire de l'opposition là où il y a un démocrate. On les a laissés, n'est-ce pas, faire la marche. Quel est le résultat? Sans gaz lacrymogène. Sans gaz lacrymogène, encadré, ils ont chanté, ils se sont fatigués. Et par contre, au lieu de lancer le slogan selon lequel nous voulons la dépolitisation, n'est-ce pas, de la CNI, on chantait pour le retour de Kabila. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des kabilistes. Donc, CALCC, Milapro, Lamouka, même Ensemble qui est avec vous, donc ils veulent le retour de Kabila. Mais ils chantaient ainsi, ce n'est pas moi, je n'étais pas marcheur ce jour-là. Ils ont chanté pour Raïssa Zonga. Donc ce sont ces gens-là, n'est-ce pas, qui veulent prendre le pouvoir. Aujourd'hui, le FCC donneur de leçons. FCC donneur de leçons. Écoutez, vous savez, ce sont des gens, ça c'est du chantage, n'est-ce pas? Je ne vois pas comment une marche, le sit-in qu'ils veulent faire là-bas, ça sera un sit-in devant la Commission électorale nationale indépendante. Ça va changer la loi dans quel sens? Non, mais pour barrer la route à cette dictature. Non, la dictature c'est quoi? C'est ça aussi le dictature, c'est forcing là. Vous voulez imposer une personne qui va facilement vous donner des résultats trucs. La loi en elle-même a un caractère d'imposition. La loi impose. Le premier instrument, c'est la loi. Si vous vous êtes fondé sur la loi, il y a des canaux par lesquels vous pouvez aller pour renverser la situation. Vous pouvez marcher, l'UDPS a marché chaque jeudi. À la CNI, rien n'avait changé. Le problème, le débat, c'est au Parlement. L'UDPS a marché, rien n'a changé. Donc, le bloc va également marcher, rien n'est changé. Le débat, c'est au Parlement. On a donné, n'est-ce pas, c'est pourquoi on appelle ça la représentation nationale. Vous voulez changer, allez au Parlement. Les gens de l'FCC là-bas, ils ont voté cette loi. Vous votez au Parlement, vous rentrez chez vous, vous prenez des trainings pour aller sur la route et commencer à marcher. Je crois que, n'est-ce pas, ils ont à prendre du temps pour organiser leur parti politique, n'est-ce pas, qui s'est vidé de membres. Ils ont à prendre le temps pour réfléchir.
Ils ont démontré une force. Vous avez vu cette mobilisation? Ah, vous avez vu 62% de la population qui était sur la rue. Oui. Si vous en avez vu, moi je n'en avais pas vu. J'étais sur Mollard. Lorsqu'ils évaluent, c'était une réussite totale. La population était avec le bloc. Oui, mais à tout moment, il y a un autre qui a toujours dit, là, il est du parti des Chaloupas, là. C'est pas qui là, il a toujours dit qu'ils ont l'habitude de mobiliser 2 500 000. Demain, quelqu'un va dire 5 millions. Nous le concédons, même 10 millions. Le retombé, c'est quoi? C'est ça le problème. Le débat, c'est là. Après avoir tout ça, c'est bien de marcher. Le samedi aussi, nous marchons. Avec les amis, nous pouvons marcher. Et puis après, on se sépare, non? C'est ce qui va arriver. N'est-ce pas? Je crois qu'ils vont s'habituer. C'est ça même les indices d'un pays démocratique. Nous les laissons faire. Ils peuvent chanter, ils peuvent insulter, ils peuvent jeter des pierres comme ils veulent. Mais le problème, c'est que nous sommes en train, le cap, c'est vers les élections. Aujourd'hui, que faut-il faire pour avoir des élections vraiment crédibles? Avec la tension qu'il y a, on a l'impression qu'une seule l'union sacrée, la nation est d'accord avec ce qui se passe. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui même les églises qui étaient avec l'UDPS, lorsque l'UDPS est descendu dans la rue, on voit l'église catholique, le CC, ces églises qui ne sont pas d'accord avec vous. Non, mais déjà, on se dit, est-ce que réellement il y aura des élections crédibles et apaisées dans ce pays? Que faut-il faire? Les gens que j'ai vus faire leur conférence de presse, c'est ce que vous appelez église? Oui, Milapro, c'est le protestant et Calcé. Non, mais ça, ce sont des asbelles. Ce sont des asbelles. Je peux être catholique pour ne pas partager leur opinion. Donc, c'est-à-dire que ne prenez pas d'emblée comme ça. On en a vu. Quand Calcé Kinshasa demande une marche, Calcé Mbujimaï a demandé de messe, n'est-ce pas, pour soutenir les institutions. C'est pour dire donc aujourd'hui, la position de la Senco divise même les chrétiens catholiques? Bien sûr, bien sûr. Tout le monde n'est pas d'accord avec Cholet et Eric Senga. Ça, le rôle de l'Église? Non, le rôle de l'Église, c'est le salut des âmes, n'est-ce pas? Quand vous quittez l'Église pour aller dans la rue, qu'on accepte tout ce qui va arriver. N'est-ce pas? Ça, on va se tirer à boulet rouge. Aujourd'hui, y a-t-il un moyen pour essayer de remettre tout le monde autour d'une table et regarder dans la même direction et garantir cette crédibilité des prochaines élections RDC? J'ai suivi un intervenant là. Il vous a dit clairement sans embâche que... Par le porte-parole des interfédérales de l'UDPS qui est passé. Il vous a dit clairement que nos amis là cherchent le dialogue pour se retrouver dans les institutions. Ah, c'est pas l'intérêt du peuple? Non, il n'y a rien d'intérêt du peuple. Il n'y a rien. Je prends un monsieur comme Lisanga Bonganga, qui n'a jamais gagné les élections. Lui se retrouve au gouvernement seulement quand il y a dialogue. Avec qui il viendra? Quel est le peuple qui est derrière lui? C'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire, si c'est par des conciliabules, là, non. Mais la vraie opposition, c'est quoi? Là où Félix dit, moi je voulais faire ça. Vous vous donnez de contre-propositions. Est-ce que vous pensez que ça arrivera dans ce pays? Le problème du Congo... Aujourd'hui, les membres qui sont dans l'Union sacrée, vous ne l'aviez pas fait? Non, mais on le faisait. On le faisait, nous, là. Nous, on a réfléchi. Nous, on avait une structure, d'ailleurs, à l'époque. Non, à l'époque, quand j'étais encore au Gradec. Ok. C'était une structure de réflexion. On réfléchissait sur toutes les questions. Qui était dans l'opposition? Non, on n'était pas. On était dans la société civile. Société civile, on faisait de réflexion. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que l'opposition doit faire. Au lieu de proposer, il peut vous dire, le pouvoir dit, par exemple, je voulais construire des seaux de moutons. Vous dites, donnez une contre-proposition, démontrez que ce que vous vous dites là-bas, c'est du gaspillage. Voici la voie qu'il faut suivre. C'est ça l'opposition. C'est comme ça. L'opposition, ce n'est pas, même quand le léopard veut gagner, vous vous opposez. C'est grave.
Mais ça, c'est très grave. Certains opposants qui disent non, ils n'iront pas loin, ils iront faire quoi? Donc, on voit cette opposition même dans le match. Je ne comprends rien. C'est une monstruosité. Donc, c'est-à-dire, l'unité autour du sport devrait nous caractériser. Si on devient dans cet état, c'est très dangereux, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes des Congolais. Il n'y a aucun Tchadien au milieu de nous. Si nous n'avons que le seul pays, le Congo, nous devons réfléchir en tant que de Congolais pour amener le Congo vers l'avant, pas faire un combat d'hommes. Faisons un combat d'idées, amenons le pays vers l'avant, parce que même si vous devenez demain président, vous trouverez un fondement, un matelas qui vous permettra d'avancer. Ça sera la continuité. Ça sera la continuité et c'est le principe qui régit l'État. Ok, nous l'espérons très bien. Espérons-le aussi. Madame, Messieurs, le dernier dossier de cette rétrospective de la semaine, ce sont ces révélations autour de la gestion de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qui s'est passé? Détournement d'argent, on en parle après ce dossier. Un article Fleuve pour résumer la plus grosse fuite jamais survenue en Afrique. 3,5 millions de documents bancaires et transactions provenant de la BGFI. Cette banque serait complice d'un vol, le pillage des fonds publics de la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres au monde. Parmi les responsables présumés, l'ancien président Joseph Kabila et certains de ses associés. Entre 2013 et 2018, alors qu'il est au pouvoir, le clan Kabila aurait mis la main sur au moins 138 millions de dollars, soit 250 000 années de salaire moyen en RDC. Une somme piochée notamment dans les versements de l'ONU ou de la commission électorale. L'argent destiné au pays est détourné vers la BGFI, banque contrôlée par le frère et la sœur de Joseph Kabila. Tout est ensuite transféré dans cet ancien garage de Kinshasa sur les comptes d'une société écran. Dans la capitale congolaise, ces détournements n'étonnent pas, mais selon ce militant anticorruption, il faudrait les sanctionner. La justice doit s'en saisir pour déterminer si réellement ces fonds ont été détournés et au cas où c'est détourné, que toute cette masse d'argent soit reversée dans notre pays pour que le nouveau gouvernement puisse les affecter à des projets à impact social. Par l'intermédiaire de son service de communication, Joseph Kabila réfute toutes les découvertes de l'enquête. Aucune ligne de ce rapport ne démontre l'implication factuelle ou même implicite de l'institution qu'il a eu l'honneur de diriger pendant 18 ans. Sont citées une banque commerciale, des institutions nationales et des sociétés privées dont les responsables au moment des faits supposés sont identifiés et n'ont rien à voir avec la présidence de la République de l'époque. Si l'on en croit les conclusions de l'enquête, une seule banque n'aurait pas suffi pour piller les caisses du pays. La Banque centrale du Congo serait sûrement complice, tout comme d'autres institutions congolaises. 3,5 millions de documents bancaires, c'est un échantillon. C'est un échantillon de ce que a pu être la kleptocratie pendant l'ère Kabila. Mais c'était un échantillon assez volumineux. Il faut savoir que cette banque, elle a été capturée. Elle a été capturée par le clan Kabila. Elle était dirigée par le frère adoptif de Kabila, Francis Selemani. Et 40% des parts appartenaient soi-disant à la sœur de Kabila, Madame Gloria Mteyou. Et ensuite, cette banque s'est mise au service du clan Kabila en détournant de l'argent public et qui est ensuite allé vers des sociétés qui appartenaient à ce cercle très restreint. Joseph Kabila coule désormais des jours tranquilles dans sa ferme privée à 50 km de la capitale. Est-ce qu'il a de quoi s'inquiéter ? Alors là, s'il ne peut pas s'inquiéter avec des révélations pareilles, je ne sais pas ce qui pourra l'inquiéter dans le futur. Les révélations telles qu'elles sont démontrées vont être publiées pendant 2 à 3 semaines. On en est juste au premier jour. On a décidé de sortir un premier chiffre des détournements qui ont été opérés, mais ce n'est pas le seul qui va sortir et ce ne sont pas les seules histoires qui vont sortir. Donc pendant 2 à 3 semaines, beaucoup de choses vont être présentées pour expliquer comment le peuple congolais a été volé de son argent public. Il y aura de quoi
quoi monter un dossier judiciaire? C'est ça que vous nous dites? En tant qu'avocat, je peux vous dire que oui, il y a largement suffisamment d'informations. On parle de documents extrêmement crédibles. Un exemple d'information qui va sortir dans les prochaines semaines? Bien, par exemple, on va vous montrer comment de l'argent donné par les Nations Unies à la mission permanente des Nations Unies, qui est censée payer le contingent de casques bleus du Congo, qui est basé en Centrafrique, a été immédiatement détourné pour rejoindre une société qui s'appelle Sudoil et qui est elle-même dirigée par le cercle restreint de M. Joseph Kabila. Donc on est allé chercher l'argent des Nations Unies pour les mettre dans la poche du président. Vous y croyez vraiment à ces rapports? Vous croyez vraiment à ces révélations, à ces différentes révélations? Ça me fait rire. Vous savez, on nous a fait croire que Mobutu était l'un des présidents le plus riche d'Afrique. Après sa mort, on est allé fouiller. Mobutu n'avait absolument rien. Il n'avait pas grand-chose. On nous a fait croire que Kadhafi était le plus dictateur et mauvais dirigeant. Quand Kadhafi est mort, allez-y visiter ce qui se passe en Libye. On a appris la vie de plusieurs autres dirigeants africains, mais au fil des ans, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Je vous invite à ne pas croire à ces révélations, à ces différentes révélations. Ils disent qu'ils ont enquêté de 2001 à 2003. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas publié ça depuis 2014, depuis 2015, depuis 2016? C'est maintenant qu'ils ont choisi le mois pour publier. Première question. Et deuxième question, certainement il y a des traces. Il parle de 139 millions de dollars ainsi. Donc, cher ami, permettez-moi de vous dire, ne croyez pas à ces révélations. Ne croyez pas, ne prêtez pas foi à ces révélations. Nous connaissons comment ça fonctionne avec l'Occident. Nous connaissons comment est-ce que ça tourne. Nous connaissons les arcanes de ces révélations. Croyez-moi, c'est une machine mise en place. C'est un réseau mis en place pour ternir l'image de notre ancien président de la République, président national du PPRD. Nous n'y croyons pas. Nous savons que ce n'est pas sérieux. Qui va faire cette poursuite judiciaire? Sur base de quel élément? Sur base de quelle révélation fondée? Sur base de quelle approche, cher monsieur? Quelle est la juridiction qui va convoquer, qui va juger le président honoraire? Sur base de quoi? Enfin, je vous dis que c'est une révélation basée sur de faux. Révélation basée sur le mensonge, révélation basée sur en effet de supputation de rumeurs. Donc à mon humble avis, je vous dis qu'il n'y aura aucune poursuite judiciaire parce qu'il n'y a pas un soubassement fondé pour nous prouver, pour étayer qu'effectivement il y a eu des détournement. Des révélations qui viennent d'être faites et ça c'est vraiment scandaleux si ces révélations sont vraies. La Banque centrale du Congo complice, on cite la GECAMINE, FONER, ONATRA et même la Commission électorale nationale indépendante. Maître, comment avez-vous accueilli ces révélations? Non mais, là c'est grave. Ça sont de braqueurs du pays. Bon, bien sûr, il y a ce que nous appelons la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une condamnation arrivera. Moi, je crois qu'il faut être trop sévère. Aujourd'hui, on est en train de révéler ce qu'on révèle. Plus de 130 millions de dollars. Plus de 130 millions aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en grève. Facilité. Et le FCC qui ont été complices de cette histoire sont en train de marcher pour... Dictature. C'est le moment où... Ici c'est Filimbi et avec Lucha, de marcher, n'est-ce pas, contre ces genres de choses. Parce que c'est pas normal. Le Congolais ont faim, le Congolais ont soif. Les pilleurs sont en train d'être révélés. La BGFI Bank a joué un très grand rôle. Un très grand rôle. Si moi j'étais le chef de l'État, je fermerais cette banque. Parce que c'est pratiquement du blanchissement d'argent. Et là, ce n'est que des... Ce n'est qu'un début. Un début. On annonce d'autres révélations. On annonce beaucoup et d'ailleurs plus grave. Et nous le savons, tout le monde le sait, que cette famille, ce clan-là, à un certain moment, ils étaient sur tout le dossier juteux. Vous vous rappelez dossier passeport, vous vous rappelez dossier plaque d'immatriculation. Donc c'est pour dire, et d'ailleurs dans les documentaires on dit, n'est-ce pas, une seule banque ne peut pas faire un tel détournement si ce n'est qu'avec la complicité de plusieurs. Et aujourd'hui, tous les gouverneurs de la banque là, ce sont des gens qui se servaient à tout moment, à souhait. C'est le moment où j'aimerais voir, n'est-ce pas,
si c'est Essidé, se mettre debout, la Mouka à gauche, n'est-ce pas? Et ce sont ces gens qui sont cités, qui sont aujourd'hui dans le bloc. Qui sont aujourd'hui alliés de Fayoulou. Qui sont aujourd'hui avec Milapro, qui sont aujourd'hui avec la Mouka ensemble. J'aimerais écouter un peu la Senko par rapport à ça. Milapro, la Mouka par rapport à ce que, par rapport à ce qui vient d'être donné comme révélation, parce que c'est leur allié. Et aujourd'hui, ils sont en alliance. Et demain, ils vont dire aux Congolais quoi? Je crois qu'il ne faut jamais jouer avec le feu. Dieu reste Dieu. C'est-à-dire? Donc, c'est pour dire que vous pouvez vous cacher comme vous voulez. 3,5 millions on vous mettra à nu. Et aujourd'hui, on a dilapidé 280 millions en termes de salaire. Vous avez suivi les documentaires. C'est beaucoup de mois pour payer les fonctionnaires. Dans un pays actuellement compté parmi les pays les plus pauvres, la RDC. Et demain, quand on cherchera à mettre la main sur lui, on criera à l'acharnement. Acharnement, comme d'habitude. Parce que ma tante, acharnement. Peut-être demain, ça peut être Kabila. Acharnement. Si c'était, je ne sais pas qui, Chadari, acharnement finalement. Et aujourd'hui, avec ces révélations, que doit faire maintenant la République démocratique du Congo? La justice peut s'en saisir d'office. En urgence? En urgence, ils peuvent s'en saisir et continuer les enquêtes au vu, n'est-ce pas, des éléments fournis, n'est-ce pas, par le groupe, n'est-ce pas, qui ont fait ces enquêtes. On vous accuse d'être derrière. Donc, quand je dis on vous accuse, l'Union sacrée de la nation, vous êtes derrière? Vous en êtes pour quelque chose? Non, mais écoutez, les réactions viennent du côté du FCC pour vous accuser. Non, mais ça, c'est l'Union européenne qui a fait ça. Hier, pendant les élections, vous connaissez l'Union européenne soutenait la candidature de la Mouka. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir la même mise. Demain, on nous dit, non, Félix, c'est, n'est-ce pas, l'enfant chéri des Américains, tout ça. Ça viendra d'où, nous, dans ce dossier? Le problème qui est ici, c'est que qu'on essaye un peu de creuser dans ce dossier et voir de dégager les responsabilités. Voilà pourquoi nous avons, je donne raison à l'ancien ministre de Justice, Luzolo Bambi, qui dit, il félicite Alinguetti de ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Il avait même laissé un rapport. Il y a beaucoup de choses à faire, Noëlla, parce que l'argent de Congolais a été dilapidé. Du moment où le Congolais souffre, il ne sait pas avoir de l'eau, il ne sait pas avoir de l'électricité. Vous avez cité le cas du Kasaï oriental ici, il y a des enfants qui meurent avec des maladies, mais il y a un monsieur, un roi télé quelque part, qui a pris l'argent de l'État, et puis quand on commence à l'intimider là, et à ce moment-là... Mais c'est quand même Joseph Kabila Kabange s'est reposé dans sa ferme. Il va se reposer s'il n'a rien fait. On n'a pas de problème personnel avec Joseph Kabila. J'ai besoin de voir un ancien président en vie. Mais s'il est impliqué dans cette affaire telle que ça venait d'être révélé, je crois que la justice fera son travail. Et par rapport à ces dossiers, parce que la population, il y a toujours des personnes qui croient à l'innocence du FCC dans tout ce que vous l'accusez. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Non, ces gens-là sont des pilleurs, ça a été dit. Quand on était à l'opposition, on le disait clairement, ils le savent. Ils sont impliqués dans beaucoup de dossiers. Mais ils se rendent dans la rue, hein? Oui, être dans la rue, ça n'empêche pas la justice à faire son travail. N'est-ce pas? Le problème, c'est qu'il ne faut pas... Ils sont venus, n'est-ce pas? Hier, lors de l'alliance entre Cash FCC, ils ont voulu, n'est-ce pas, se cacher autour de cette histoire. Mais avec de telles révélations, je crois que la justice doit collaborer avec ces enquêteurs là-bas pour étendre le bras de la justice plus loin. On en saura plus. Nous attendons d'autres révélations avec cette enquête. Madame, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro. Beaucoup à dire. Mais maître, nous avons suivi la semaine une condamnation de Chinoise. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelles leçons tirées de cette affaire? Ces Chinoises ont été jugées en flagrance et puis condamnées à 10 ans. Oui. Qu'est-ce que la RDC devra faire? Parce qu'on parle même d'une entrée illégale, sans visa, et des mesures de garde-fou à prendre pour ne plus retomber dans cette situation. Quelques minutes parce que nous sommes pratiquement à la fin. D'accord. Je crois que le dossier de Chinois, effectivement, il y en a 2 qui ont été condamnés à 10 ans. Le problème, c'est un problème de complicité.
n'est-ce pas? Nous devons renforcer notre administration par rapport à l'immigration. Et éventuellement, notre administration, n'est-ce pas, doit aussi être renforcée. Parce que les visas qu'on donnait, c'est un directeur des affaires étrangères qui leur donnait des visas. Qui a donné des visas à ces Chinois. Qui a été condamné aussi à 10 ans pour faux. Pour un fonctionnaire de l'État. Je crois que les Congolais, nous devons gagner honnêtement. Restons dans ce qu'on nous paye. Je crois que nous amènerons le Congo plus loin. Est-ce que le droit a été, le bon droit a été dit? Le droit a été dit parce que l'infraction, c'est l'infraction de proxénétisme. C'est une infraction très grave. Il y avait même trafic d'êtres humains. Ce sont des infractions extrêmement graves. Je crois que même les acquittés, là, je ne sais pas comment on les avait acquittés, mais parce qu'il y avait eu 22 qui ont été acquittés. Bon, nous attendons, peut-être le ministère public peut aller en appel. Maître, c'est la fin. Vous avez quelque chose à dire à la population? Non, nous remercions seulement la population. Je crois que nous donnons beaucoup de chance au chef de l'État qu'il reste, n'est-ce pas, sur ce boulevard là-bas, avec la bonne volonté. Je crois que le pays ici ira vers l'avant. Maître Guy Ndouga, secrétaire général adjoint du parti Congo Espoir du ministre de la Recherche scientifique José Panda. Merci, votre parti et également membre de l'Union Sacrée de la Nation. Merci d'être passé dans Info 7. C'est moi qui vous remercie et je remercie la chaîne et le promoteur. Merci à vous, madame, messieurs. Nous ne cesserons de le dire. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous faire confiance et merci de continuer toujours à nous écrire et nous envoyer vos propositions et suggestions. Merci à toute l'équipe technique de Congo Web Télévision, Papi Mandeke, Maurice Gigando, et je vois également Gilbert Biladi, et sans oublier le nom de Congo Web Télévision, Gabriel Chabani. Merci à vous, madame, messieurs, au revoir, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Info 7. Au revoir.